Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, je me présente. Je m'appelle Jessica Côté. Je suis chargée de projet pour le programme d'appui aux collectivités. Souvent, on va le nommer le PAC, donc pour la MRC du Haut-Richelieu. Et je vais être l'une de vos animatrices aujourd'hui. Donc, comme vous êtes en direct avec nous ou si par autre raison, vous êtes en écoute en différé. On tenait à vous remercier pour votre présence et votre intérêt aujourd'hui. On vous souhaite la bienvenue officiellement au webinaire qui s'intitule Plusieurs nuances, une histoire. Donc, cette année, au Québec, c'est la 33e édition du mois de l'histoire des Noirs. Pour le comité organisateur, soit la MRC du Haut-Richelieu et la MRC de Rouville, on était vraiment fiers de lancer conjointement le mois de février avec un tel événement. Donc, on vous remercie d'être au rendez-vous ce midi. On en profite également pour remercier le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. Souvent, dans notre jargon, on va l'appeler le MIFI. Donc, merci au MIFI pour leur participation financière et leur appui, car le webinaire d'aujourd'hui, il s'inscrit dans les activités sont présentés dans le cadre des PAC respectifs à chacune des MRC. L'idée d'offrir un rendez-vous en ligne est de créer un outil de référence accessible par la suite pour mieux comprendre le pourquoi d'une telle mobilisation au Québec et de faire le pont avec l'actualité. Ça correspondait vraiment aux objectifs qui nous ont motivés à réaliser le webinaire aujourd'hui. Donc, au nom du comité, où est-ce qu'on retrouve Myriam et ma collègue du côté de la MRC de Rouville, Roxane. Un sincère merci à nos invités spéciaux aussi qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment génial parce qu'on va se l'avouer, vous allez voir tantôt à travers le webinaire, le fait d'avoir leur présence, ça va vraiment nous aider à comprendre puis à créer un espace pour approfondir nos connaissances entourant tout ce qui entoure le mois de l'histoire des Noirs. Donc, pour le déroulement, aujourd'hui, qu'on vous propose, c'est fort simple. Donc, tout d'abord, le webinaire, il met la table puis il lance toutes les activités régionales dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Donc, Myriam, la collègue avec qui je travaille du côté de l'encre, va vous présenter toute la programmation du côté de la MRC du Haut-Richelieu, qui est aussi disponible sur le site web de l'encre.ca/MHN. Et ensuite, Roxane va prendre parole pour, de son côté, présenter du côté de Rouville toute la programmation, les activités qu'il y a sur ce territoire-là. De ce côté, vous allez trouver toute la programmation sur le site web de la MRC. Puis, Roxane va poursuivre en présentant notre premier invité, soit M. Patrick Dramé. S'en suivra aussi une période de questions pour M. Dramé. Ensuite, ça va être le tour de Myriam à présenter notre seconde invitée, Mme Céline Moréon, qui va également avoir une petite période de questions. Je vais tout de suite vous présenter notre premier invité, notre premier panéliste, qui s'appelle Monsieur Patrick Dramé. Donc, Patrick Dramé est originaire du Sénégal et c'est un professeur titulaire au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke. Donc, rapidement, ses recherches vont porter sur l'histoire de l'Afrique et sur les questions de colonisation, de décolonisation. Et dans ses recherches, il y a un accent particulier qui est mis sur l'Afrique de l'Ouest. Il va aussi traiter beaucoup des relations nord-sud. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, il a déjà donné plus d'une trentaine de présentations et aujourd'hui, on a la chance de l'avoir parmi nous. Donc, dans le cadre de sa présentation, la grande idée, ça va être d'offrir un regard historique sur le mois de l'histoire des Noirs afin de mieux comprendre les raisons qui ont mené à la naissance de ce mouvement-là, qui a initialement vu le jour aux États-Unis. Et on va voir comment, au fil du temps, cette initiative-là, elle a évolué dans d'autres régions du monde, notamment dans le Royaume-Uni, mais plus particulièrement au Canada et au Québec. Donc, je cède la parole à M. Dramé pour qu'on puisse profiter de tout son savoir. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Merci, Roxane. Est-ce qu'on m'entend très bien? Je commencerai tout d'abord pour vous remercier, les trois organisatrices de ce webinaire donc, qui nous réunissent ici. Donc, un gros merci à vous trois pour tout le travail de coordination que vous avez réalisé depuis plusieurs semaines de cela. Donc, Roxane, Jessica et Myriam. Et puis, je vous remercierai par rapport à la commande qui m'a été faite cette année. Parce que, comme l'a dit Jessica et Roxane tantôt, c'est que pour chaque mois de l'histoire des Noirs, moi, je reçois une commande souvent. Les gens me disent, mais on veut t'entendre parler de ça, on veut t'entendre parler de ça. Et je pense que c'est la première fois qu'on me demande finalement de parler, mais d'où est-ce que provient ce mois de l'histoire des Noirs? Qui l'a créé? À quel but?
Et puis, comment ce mois de l'histoire des Noirs s'est diffusé, s'est célébré dans quel pays en tant que tel. Donc, c'est de ça dont je vais vous entretenir durant les prochaines minutes d'une manière générale. Donc, je vais, dans un premier temps, vous parler un petit peu des processus qui ont amené vers l'officialisation du mois de l'histoire des Noirs, un petit peu au Canada, au Québec, au Royaume-Uni, et je finirai par les États-Unis. Pourquoi je finis par les États-Unis? Parce que justement, comme Roxane l'a bien suggéré, les États-Unis vont devenir la matrice du mois de l'histoire des Noirs. Et donc, on va expliquer pourquoi, finalement, ce mois a été institué pour la première fois aux États-Unis. Et d'ailleurs, à l'origine, ça ne s'appelait pas le mois de l'histoire des Noirs, c'est la semaine de l'histoire des Noirs. Donc, j'exposerai tantôt pourquoi on est passé de la semaine au mois d'une manière générale. Et puis, pourquoi les Noirs? Je pense que c'est des enjeux, c'est des aspects qui reviendront tout au long de ma communication. Et puis, quels sont les objectifs et les buts poursuivis? Le fait de célébrer le mois de l'histoire des Noirs, en particulier en Amérique du Nord. Et puis, moi, il y a quelques années, j'ai eu une discussion, presque une dispute avec un collègue professeur qui me dit, oui, mais pourquoi on ne célèbre le mois de l'histoire des Noirs que pendant le mois d'avril et le reste du temps, on oublie le mois de l'histoire des Noirs. Alors, ma réponse a été de lui dire que, en Afrique, on ne célèbre pas le mois de l'histoire des Noirs. Le mois de l'histoire des Noirs, c'est en Amérique du Nord et aussi un peu en Jamaïque d'une certaine façon. Donc, en fait, c'est des communautés qui ont accueilli une période très reculée de leur histoire, des communautés noires. Et le choix du mois de février n'est pas anodin. J'en parlerai tantôt. Alors, commençons d'abord par voir un petit peu comment ce mois de l'histoire des Noirs s'est officialisé d'une manière générale. Alors, je commencerai par le Québec. On commence toujours avec le Québec. C'est que je dirais que dans un premier temps, pour ce qui concerne le Québec, le mois de l'histoire des Noirs a été officiellement proclamé au Québec en 2006. Ce projet de loi qui s'appelle le projet de loi numéro 39 a proclamé ce mois de l'histoire des Noirs. Et puis, ce projet a été porté quand même par Madame Lise Thériault, hein, qui était à l'époque ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles. Et cette loi est entrée en vigueur donc le 1er février 2007. Donc, on en est à la 17e année. Donc, c'est quand même pas hier, d'une manière générale. Donc, au Québec, vraiment, ce mois qui célèbre les communautés noires donc, a été institué en quelque sorte en 2007. Et puis, c'est intéressant de voir quels sont les arguments, les objectifs qui ont été amenés et ça, on peut les voir lorsqu'on regarde finalement les attendus qui ont précédé la proclamation de ce mois de l'histoire des Noirs au Québec. C'est de dire que d'une manière générale, les communautés noires ont une présence ancienne au Québec. On parle quand même de 400 pas hier. On parle aussi de l'idée de la contribution des personnes d'ascendance africaine, des personnes noires, leur apport dans l'histoire du Québec et au sein des populations québécoises. On parle aussi beaucoup d'une forme de reconnaissance de la participation de ces communautés noires dans l'histoire du Québec. Et aussi, et surtout, on souhaiterait que la population québécoise dans son ensemble, on souhaiterait sensibiliser la population québécoise par rapport, je suppose, aux enjeux de diversité, par rapport véritablement vraiment à la présence, à l'apport de ces populations-là, et donc de faciliter quelque part le vivre ensemble. Hein, je pense qu'on vit mieux ensemble, on cohabite mieux avec quelqu'un lorsqu'on comprend finalement d'où il vient, comment il s'est installé, et puis les enjeux qu'il vit dans le quotidien. Alors ça, c'était le cas donc du Québec. Ensuite, au Canada. Alors au Canada, on parle de 1950. C'est vraiment dans la décennie des années 50. Et puis, c'est l'Association des femmes noires du Canada, basée à Toronto, qui a été la première association à véritablement militer dans le sens d'organiser une semaine ou moins une journée susceptible et durant lequel on pouvait, en quelque sorte,
commémorer, fêter en quelque sorte les communautés noires. Donc, jusque-là, en 1950, attention, l'État fédéral canadien n'était pas encore impliqué. Là, c'est juste une association des femmes noires du Canada qui va aller de l'avant à Toronto dans le but justement de mettre de l'avant et de souligner l'histoire et les valeurs de civilisation des populations noires canadiennes d'une manière générale. D'ailleurs, on voit quand même d'entrée de jeu la contribution des femmes. Hein. Je parlais tantôt de Lise Thériault, et maintenant on voit c'est une association de femmes à Toronto qui lance. Et puis ensuite, tout se passe comme si au Canada, il y avait une sorte de... L'affaire, oui, on l'a lancée, c'est une association, mais il a fallu attendre 1979 pour vraiment voir un nouvel avancement. Cette fois-ci, c'est au niveau de l'Ontario, donc sous la pression cette fois-ci de la Société d'histoire des Noirs de l'Ontario, cette célébration finalement commence à se solidifier. Et là, on ne parle plus d'une commémoration sur une journée. Cette fois-ci, on parle plus d'une commémoration sur une période d'un mois. Hein, donc, on voit véritablement le changement qui s'opère. Et surtout, moment clé, on assiste à l'officialisation du mois de l'histoire des Noirs au Canada. Je dirais que le processus commence à partir de 1996, donc en février 1996. Véritablement, cette commémoration se solidifie. Et puis, en février 2008, donc vous voyez, toujours février, expliquez pourquoi février, c'est le sénateur Donald Oliver, le premier Afro-Américain élu au Sénat, qui va présenter une motion visant à reconnaître les contributions des Afro-Américains à l'histoire de la culture du Canada lors de la célébration justement de ce mois de l'histoire des Noirs. Donc, on voit un petit peu la contribution des Noirs qui sont aussi issus des États-Unis, mais aussi des Noirs canadiens dans ce processus de reconnaissance et de célébration. Et que donc, par voie de conséquent, la motion de reconnaissance de la contribution des populations afro-canadiennes, j'ai dit afro-américaines, mais afro-canadiennes, donc va être votée le 4 mars de 2008 en tant que tel. Et puis là, ce que je n'ai pas dit, c'est encore la contribution des femmes, la contribution de la sénatrice Madame Jane, Madame Jane, son nom va me revenir, première femme noire à être donc députée fédérale, donc elle va porter le projet. Et donc, à partir de ce moment-là, le projet, du moins la commémoration, devient officielle au Canada. Donc, je dirais après 1996. Et puis, Jane Augustine, merci beaucoup j'ai oublié le nom de famille. Donc, c'est un moment clé, encore une fois, la contribution des femmes. Et puis, ce n'est pas pour rien que je termine les États-Unis. Je termine avec les États-Unis. Bon, l'Angleterre, je parlais un petit peu de l'Angleterre. Pour l'Angleterre, on parle de 1987. Pour la commémoration officielle. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas des femmes, c'est plutôt un ressortissant ou des ressortissants ghanéens qui vont finalement peser dans le débat politique et donc vont amener le Parlement britannique à officialiser ce mois de l'histoire des Noirs. Donc, vous voyez un mois de l'histoire des Noirs qui va naître aux États-Unis et qui va se diffuser. Et ce qui me permet justement de parler des États-Unis. Alors, les États-Unis, c'est la matrice. On ne peut pas parler du mois de l'histoire des Noirs, de sa provenance, de son origine, si on ne fait pas référence à l'histoire des États-Unis. Ça me semble extrêmement important de l'aborder. Alors, pour le cas des États-Unis, il va falloir quand même faire un peu d'histoire, mieux comprendre d'où vient ce parle. Alors, comme vous le savez, dans une perspective historique, la problématique de l'esclavage, de la traite esclavagiste, c'est un phénomène qui apparaît dans l'histoire humaine, je dirais, entre le 15e siècle et le 19e siècle. À partir du 15e siècle, et plus particulièrement, je dirais, à partir de la fin du 16e siècle, des puissances navales européennes, en particulier l'Angleterre, la France, la Hollande, vont se lancer dans ce qu'on va appeler la traite esclavagiste. Alors, à quoi ça consistait, cette traite esclavagiste? Cette traite esclavagiste
très rapidement va devenir une sorte de commerce, hein, commerce qui va se développer, où on voit finalement des navires partir de grandes villes européennes. Donc, on peut parler de Bristol en Angleterre, on peut parler de Liverpool en Angleterre, on peut parler de Nantes en France, Bordeaux en France, Lisbonne au Portugal. Et donc, progressivement, ces navires affrétés par des pairs, par des personnes fortunées, vont aborder les côtes africaines. Vont aborder les côtes africaines dans quel but? Ben, dans le but, justement, d'aller y chercher des esclaves, hein, sur les côtes africaines. Hein. Donc, depuis les côtes ouest africaines, mais aussi sur les côtes de l'est du continent africain, les esclaves sont tout simplement échangés, voire achetés. Et donc, ces esclaves, quelle que soit d'ailleurs leur origine, donc aujourd'hui, quand les Noirs américains font leurs recherches généalogiques, ils peuvent se retrouver au Ghana, ils peuvent se retrouver au Sénégal, ils peuvent aussi se retrouver en Angola. Donc, toutes ces régions d'Afrique vont devenir des pourvoyeuses, en quelque sorte, de marchandises humaines qui seront par la suite déportés. Donc, vous voyez, ces bateaux repartent des côtes africaines et aux États-Unis, ces personnes-là seront tout simplement vendues comme étant des esclaves. Ça, c'est extrêmement important. Mais il n'y a pas que les États-Unis. Quand ces bateaux arrivent dans ce qu'on appelait à l'époque le Nouveau Monde, donc ça part quasiment de l'Amérique latine, ça part de l'Amérique latine, les Caraïbes, et puis on remonte jusqu'aux États-Unis en tant que tel. Bref, je parle de ça pour vous dire que entre le 16e siècle, le 15e, 16e siècle jusqu'au 19e siècle, on parle de millions d'Africains qui sont déportés entre le Brésil, l'Argentine, les Caraïbes, l'actuelle Jamaïque, Haïti, les États-Unis, le Canada moindrement. Les esclaves noirs qui vont se retrouver au Canada, une bonne partie vont venir suite au mouvement loyaliste, suite à l'indépendance des États-Unis en tant que tel. Donc, si on compare, bon, au Canada, on parle à peu près de 4000 esclaves qui ont été ici présentes entre donc, la Nouvelle-France et puis la Nouvelle-Angleterre, et puis par la suite, donc, sont restés. Alors que pour les États-Unis, on parle quand même de millions d'esclaves qui sont déportés. Le chiffre qu'on retient, c'est qu'au moment de la fin de la guerre de sécession, on parle d'environ 4 millions d'esclaves noirs qui sont présents sur le sol américain. C'est quand même un chiffre qui est assez impressionnant d'une manière générale. Donc ça, c'est le premier volet que je voulais souligner. Donc une déportation, une migration forcée des millions d'Africains qui se retrouvent en terre américaine. Alors, la question, c'est à quoi servaient ces esclaves? Bien, ces esclaves, bien évidemment, servaient en quelque sorte dans la mise en valeur du Nouveau Monde. Alors, ce que j'appelle mise en valeur du Nouveau Monde, c'est dans les champs de plantation, dans le développement donc, de tout ce qui est café, tout ce qui est, en fin de compte, plantation de canne à sucre. Et ces esclaves étaient assujettis, ou du moins se voyaient soumettre à un travail extrêmement ardu. En fin de compte, je pense que vous avez pu voir ça à travers certains films qui montrent vraiment la vie ardue de ces esclaves. Tout ça pour vous dire que ces esclaves, finalement, n'avaient pas de statut, ou du moins, on les considérait comme étant des biens meubles, c'est-à-dire que ces esclaves appartenaient à des maîtres, appartenaient à des individus qui pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Donc, véritablement, ici, perte de l'identité et surtout aucun statut qui leur est propre. Donc, finalement, ces esclaves n'avaient, en fin de compte, ne s'appartenaient plus, appartenaient à des maîtres et surtout étaient soumis à des régimes de travail, de domesticité extrêmement ardus d'une manière générale. Alors, le régime esclavagiste aux États-Unis, ça va véritablement, donc, après du XVIe siècle, jusqu'au moment des abolitionnismes. Alors, l'abolitionnisme aux États-Unis, c'est un phénomène qui commence à apparaître au début du XIXe siècle et va s'accentuer surtout avec la guerre de sécession qui se termine en 1865. Et c'est là où les États-Unis vont abolir officiellement finalement la traite esclavagiste aux États-Unis. Mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas parce que l'esclavage est terminé
que, ben, écoutez, les esclaves désormais sont libres pour faire ce qu'ils veulent. Non. Aux États-Unis, au lendemain de l'abolition de l'esclavage, qui est, comme je l'ai rappelé tantôt, un régime qui a eu cours entre quasiment le 16e siècle jusqu'au 19e siècle, qu'est-ce que font les États-Unis? Les États-Unis vont mettre sur pied ce qu'on a appelé les Black Codes. Les Black Codes, c'est un arsenal juridique, pour ne pas dire judiciaire, une série de lois extrêmement, je dirais, restrictives à l'encontre des Noirs. Donc, les Black Codes, ça va couvrir à peu près une période de l'histoire des États-Unis qui va de 1896 jusqu'à son abolition au début des années 1960. Alors, à quoi ça consiste? Ça consiste au fait que les Noirs, même libérés de l'esclavage avec la fin de la traite, autour de 1865, mais maintenant, il y a un régime de discrimination porté par les Black Codes, les codes noirs. Les Noirs n'ont pas le droit, finalement, de côtoyer les personnes blanches. Et surtout, les Noirs sont ségrégés dans les transports, sont ségrégés dans le logement, sont ségrégés dans tout ce qui concerne le milieu du travail d'une manière générale. Donc, vous voyez, il y a vraiment toutes ces logiques-là qui conduisent, qui marginalisent ces personnes noires en tant que telles. Et c'est là où la question clé surgit. Mais d'où vient le mois de l'histoire des Noirs? Justement. C'est pas pour rien que j'ai vraiment développé tout ce contexte historique. C'est qu'il a fallu attendre les années 1920 pour voir véritablement chez certains intellectuels noirs, je ne dirais pas que c'est le début d'une prise de conscience, non. Je dirais que la militance ou le militantisme des Noirs, les Noirs américains, les intellectuels ou certains intellectuels noirs américains, ont toujours résisté à l'esclavage, d'un point de vue intellectuel, à travers des écrits, à travers un militantisme. Mais là, dans les années 20, véritablement, on voit un certain nombre de personnages surgir et qui ont comme objectif justement d'aller combattre pour une meilleure reconnaissance, pour accentuer l'émancipation des populations noires d'une manière générale. Et c'est surtout les années 20 aux États-Unis, je tiens à le rappeler, on est dans un contexte bon, des Black Codes, et surtout on est dans une période où les lynchages des communautés noires vont bon train, passez-moi l'expression. Et c'est donc dans ce contexte particulier que pour la première fois, un pasteur noir du nom de Jess Moreland va fonder une association. Donc au début, vous voyez la prise de conscience sur la nécessité d'organiser un moment où on peut commémorer l'histoire des civilisations noires. C'est vraiment le pasteur Jess Moreland va jouer un rôle important. Moreland va fonder l'association pour l'étude de l'histoire et de la vie des Noirs américains. Hein? Et donc, cette association était destinée à, très important, le but qu'on se fixe, à la recherche sur l'histoire des Afro-Américains. Alors, vous allez me dire, oui, mais attendez, on est libéré de l'esclavage, on subit des Black Codes, pourquoi ne pas s'intéresser à l'amélioration des conditions économiques, etc. Là, on s'intéresse à l'histoire. Là, vous me voyez venir. Pour ces Noirs américains, un peuple esclavagisé, un peuple discriminé qui ne prend pas conscience de son histoire est un peuple qui ne peut pas survivre dans sa terre d'accueil en tant que tel. Donc, vous voyez que d'entrée de jeu, l'association met l'accent sur la nécessité pour les Noirs américains de savoir d'où est-ce qu'ils viennent et surtout quelles sont leurs valeurs, quelle est leur identité en tant que tel. Et donc, Moreland vraiment va lancer ce mouvement. Là, on est véritablement dans un contexte de militantisme. Et donc, il va lancer, le pasteur, ce qu'on a appelé la semaine. Vous voyez, on parle ici de semaine de l'histoire des Noirs. Et là, il va le placer où il va viser à peu près la deuxième partie, pardonnez-moi, la deuxième semaine du mois de février de 1926. Donc, c'est pour la première fois, à la deuxième semaine de 1926, que le mois de l'histoire est ici institué. Mais attention, jusqu'à ce moment-là, il n'y a pas une institutionnalisation. C'est juste une association portée par le pasteur Moreland qui va de là.
Alors, vous allez me dire maintenant, mais c'est pourquoi le mois de février? Pourquoi février? Alors, le mois de février est extrêmement symbolique dans l'histoire des Noirs. Pourquoi? Le mois de février, d'abord, a été choisi parce que, d'une part, Abraham Lincoln, premier président des États-Unis qui a présidé à l'abolition de l'esclavage donc en 1865 à travers le 13e amendement américain, c'est vraiment lui qui a chapeauté quand même en quelque sorte ce projet-là. C'est grâce à lui en partie aussi que donc l'esclavage a été aboli officiellement aux États-Unis. On est en 1865. Mais c'est surtout parce qu'Abraham Lincoln est né un certain 12 février 1809. Donc, vous voyez, on lui dédie cette date pour se conformer justement à sa date de naissance. Et ce n'est pas terminé, il y a une sorte de coïncidence du mois en lien avec le mois de février. Un deuxième intellectuel noir qui s'est beaucoup impliqué dans l'abolition, pas dans l'abolition de l'esclavage, mais dans la reconnaissance des populations, c'est William Edward Burgard Dubois. Dubois, c'est le premier noir états-unien à avoir soutenu une thèse de doctorat. On est en 1896, on est à Howard University. Il travaille d'ailleurs sur la barrière de la couleur. C'était le titre de sa thèse de doctorat. Et Dubois avait joué un rôle très important pour conscientiser les Noirs américains dans la nécessité prendre conscience de leur histoire, dans la nécessité de s'éduquer, très important, l'éducation, afin d'être capable de s'émanciper, aussi bien d'un point de vue psychologique, par rapport à l'expérience traumatique de l'esclavage, mais aussi de s'émanciper économiquement. Et cela passait par l'éducation. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une dynamique d'amener les gens à véritablement prendre conscience et à s'émanciper. Et puis, dans ce contexte, donc, on est ici encore et là, je reviens encore à la création, au choix de cette date, du mois de l'histoire des Noirs. C'est le mois de naissance d'Abraham Lincoln, c'est le mois de naissance de Dubois. Pourquoi Dubois? Parce que Dubois, c'est quelqu'un qui a joué un rôle majeur et pour résumer mon propos ici, dans l'intégration des Noirs dans la société américaine. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup de livres pour conscientiser, pour montrer que non, durant la période de colonisation aux États-Unis, durant la période de l'esclavage, bien évidemment, les idées qui circulaient et qui étaient diffusées, c'était que ces esclaves noirs n'avaient pas d'âme, ces esclaves noirs n'avaient pas d'histoire, et que finalement, l'histoire commence pour ces personnes-là à partir du moment où on les a mis en esclavage dans les sociétés américaines. En Afrique, d'ailleurs, on retrouve la même chose. Quand les colonisateurs européens arrivent en Afrique, ben, ils diffusent l'idée selon laquelle il n'y a pas de civilisation et qu'il n'y a pas d'histoire et que l'histoire et la civilisation de ces peuples commencent grâce à l'arrivée des Européens qui se constituent finalement comme étant en quelque sorte des sauveurs. On a la même logique ici pour les États-Unis. Donc, ici, le choix de cette journée, mois de l'histoire des Noirs, est dédié à des personnes qui vont jouer un rôle clé. Non seulement des personnes qui participent à l'émancipation des Noirs, comme Lincoln, mais aussi des intellectuels, en particulier Du Bois, je peux citer Frederick Douglass, je peux citer Carter Woodson, qui est un historien qui a beaucoup mis l'accent sur l'enseignement, la nécessité d'enseigner l'histoire des Noirs, hein, qui est, selon lui, essentielle à la survie. Et à la survie, il parlait, Woodson, un intellectuel, un historien noir. On est ici à peu près dans les années 1900, 1920, 1930. Il parlait vraiment que l'enseignement de l'histoire des Noirs, même dans les écoles secondaires, était crucial parce que cela devrait contribuer à la survie physique et intellectuelle des Noirs dans la société américaine. Et d'ailleurs, c'est lui qui va créer une revue très, très importante qui existe encore de nos jours, The Journal of Negro History, hein, la revue de l'histoire des Noirs, qui aujourd'hui, et d'ailleurs qui pendant longtemps a servi à des Noirs américains de venir donc y publier en quelque sorte leurs textes. Donc, vous voyez ici, on en est au jour, mais très rapidement, l'accent a été mis sur la nécessité d'étendre cette célébration à un mois. Donc, tout le mois de février, et je pense que maintenant vous comprenez pourquoi février,
date symbolique dans l'histoire des Noirs. Ce mois a été donc choisi comme le mois par excellence, vraiment, de la célébration de l'histoire, mais pas seulement de l'histoire, mais c'est un mois où on doit véritablement, comment dirais-je, commémorer, souligner l'histoire et la contribution des communautés noires, donc dans ici l'histoire des États-Unis. Ce qui m'amène justement à aborder la dernière partie de mon intervention, qui quand même, que célèbre-t-on? Que célèbre-t-on? Et comment célèbre-t-on? Que célèbre-t-on? Très important. Et il n'y a qu'à aller voir, j'ai relu avec attention la loi qui proclame le mois de l'histoire des Noirs au Québec. C'est vraiment fantastique. J'ai trouvé que le préambule amène très bien, amène remarquablement bien pourquoi au Québec, finalement, on commémore l'histoire d'une civilisation dont on sait que, bon, les ressortissants, après tout, on pouvait dire qu'ils sont minoritaires dans la communauté ou dans la société québécoise. Mais c'est comme celui de l'ancienneté. 400 ans, 400 ans, les Noirs, Québec, très important. Deuxièmement, il était important de souligner le fait que ces personnes, quand même, contribuent à l'histoire du Québec par leur travail, par leur implication dans la société. Et là, c'est important parce que le vivre ensemble intervient quelque part. Et puis, je pense que quelque part, on aide ces personnes-là, ces personnes noires, d'ascendance noire, en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, en les reconnaissant, on leur donne finalement un espace d'expression. On élargit leur espace d'expression au sein de la société québécoise. Et puis, autre élément qui me semble important, que célèbre-t-on, c'est aussi de permettre à la population québécoise dans son ensemble, justement, de, en fin de compte, se familiariser avec l'histoire donc de cette communauté-là, qui se trouve ainsi donc reconnue. Et puis, donc, pour résumer, que célèbre-t-on en Angleterre, Québec, Canada, aux États-Unis? Je l'ai dit, la présence ancienne de ces communautés-là. En fin de compte, au-delà de l'immigration récente, c'est plutôt finalement l'ancienneté, parce qu'aux États-Unis, on met l'accent sur le fait que les premiers Noirs à arriver aux États-Unis, on est en Virginie, l'État de Virginie aux États-Unis, on est au début du 17e siècle. C'est quand même très ancien. On a aussi au Québec la présence quand même de Noirs, certes minoritaires, en Nouvelle-France, dès le XVIIe siècle. En tant que tel. En Angleterre, dès le XVIe siècle, on a des Noirs qui vivent en Angleterre par le processus de la traite esclavagiste. Donc, l'ancienneté, vraiment, c'est quelque chose d'important. Et puis, ce n'est pas rien, cette ancienneté. Reconnaître l'ancienneté de la présence de ces Noirs-là, c'est en quelque sorte leur reconnaître leur histoire. Il y a un point de départ de leur histoire par rapport à la communauté d'accueil. Ensuite, sensibiliser la population d'accueil, entre guillemets, à la contribution de ces communautés, à l'histoire, que ce soit des États-Unis, du Québec, du Canada, d'une manière générale. Et aussi, je l'ai dit tantôt, mais j'aimerais vraiment insister là-dessus, et ça, on le voit dans une perspective vraiment d'historien, c'est la reconnaissance. En soulignant le mois de l'histoire des Noirs, tout se passe comme si on reconnaît l'apport significatif de ces populations à l'histoire, en fin de compte, que ce soit du Canada, du Québec et ou alors des États-Unis. Et puis, on sait que psychologiquement, et je pense que c'est quelque chose qui est difficile à mesurer, mais cette reconnaissance, que ce soit aux États-Unis, au Québec ou en Angleterre, je pense, va aider à renforcer la fierté finalement de ces communautés-là, en quelque sorte. Hein? Et donc, et d'ailleurs, c'est ce que souligne en quelque sorte aussi le projet de loi au Québec, c'est vraiment de renforcer aussi leur capacité à agir, que c'est des hommes et des femmes qui font partie intégrante des sociétés, que ce soit au Québec, au Canada ou aux États-Unis. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais amener. Donc, vous voyez très rapidement ce mois qui est né aux États-Unis, c'est diffusé à travers l'Amérique du Nord. En Europe, ce n'est pas encore très populaire. Peut-être l'Angleterre qui met beaucoup l'accent là-dedans. Dans d'autres pays, dans d'autres pays comme la France, c'est célébré différemment. En Afrique, le mois de l'histoire des Noirs n'a pas encore pris sa place.
ce qui est quand même assez curieux d'une manière générale. Bon, il y a des éléments d'explication. Et puis, je terminerai en parlant de quand même comment célèbre-t-on, j'ai failli oublier cette partie, comment célèbre-t-on. Alors, le mois de l'histoire des Noirs, c'est de célébrer, comme je l'ai dit, l'histoire des Noirs, les valeurs culturelles, les héritages africains. Ça, c'est important. Donc, on célèbre souvent la cuisine africaine, la cuisine des personnes d'ascendance africaine. On va souligner leur contribution donc, dans l'histoire et l'évolution de leur communauté d'accueil, entre guillemets. Et soyez pas surpris de voir des fois, moi, à plusieurs reprises, on m'a dit, envoie ta photo, on veut souligner la contribution des personnes noires dans la société canadienne. Et donc, comme vous êtes professeur, vous êtes un exemple de réussite. Donc, pour les jeunes générations, on aimerait, pour mieux les intégrer dans la société d'accueil, de leur montrer quelque part des exemples de réussite. Pas juste professeur, mais des exemples de réussite à tous les niveaux, donc en tant que tel. Donc, ça, c'est important. Mais aussi, on célèbre quoi? L'histoire des Noirs. Donc, souvent, il y a des conférences. Moi, c'est des conférences que j'adore dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs parce que c'est des conférences publiques. Parce que vous voyez, quand on est dans des conférences universitaires, souvent, bon, c'est très cadré. Alors que là, pour moi, historien noir qui confronte à un public ouvert, je dois dire que des fois, j'ai des questions et des commentaires qui me surprennent et qui m'enrichissent en quelque sorte. Mais aussi, le mois de l'histoire des Noirs, c'est quand même de mettre de l'avant les valeurs positives. Hein. D'ailleurs, moi, à chaque fois, on me dit, écoute, Patrick, viens nous donner une conférence sur l'histoire des Noirs, mais s'il te plaît, ne nous parle pas d'esclavage et de colonisation. Parle-nous d'aspects positifs de l'histoire des Noirs. Et je pense que le mois de février, c'est pour ça, ça sert à ça. C'est vraiment de mettre de l'avant l'histoire des Noirs, leur contribution dans des sociétés qui, à l'origine, étaient quand même des sociétés d'accueil. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci, M. Dramé. C'était tellement intéressant. J'ai appris plein de choses. J'espère que notre public aussi. On a un petit 5 minutes pour prendre des questions. Donc, moi, je pourrais passer la glace, là. Donc, vous l'avez dit vraiment rapidement, mais il y a bel et bien eu de l'esclavagisme au Québec. Donc, dans mon webinaire, j'aimerais qu'on en parle. Je me demandais comment est-ce que ça se matérialisait, parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas au courant de cet élément-là. Donc, on a Oui. tendance à penser que c'est un phénomène qui est purement américain, des États-Unis, là, plutôt en Amérique du Nord. Donc, je serais curieuse rapidement de vous entendre là-dessus. Je vais laisser d'autres, s'ils ont des questions, dans le chat, de les écrire. Tout à fait, merci beaucoup. Effectivement, en Nouvelle-France, on retrouvait quand même quelques esclaves, quelques centaines d'esclaves. C'est sûr qu'il n'y a pas eu ce que j'ai décrit, le commerce triangulaire, entre guillemets, qui consistait à aller partir d'Europe, aller sur les côtes africaines et ramener des esclaves au Canada. Ça, c'est un phénomène qui n'existait quasiment pas là. Les esclaves noirs qui venaient des États-Unis, souvent, qui étaient présents au Canada et en particulier en Nouvelle-France et au Québec, provenaient souvent des États-Unis. Et puis, à la base, c'est les Amérindiens, finalement, qui étaient davantage dans cette logique d'esclavage. Mais bien évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui ont possédé des esclaves ici en Nouvelle-France. Bien évidemment, ça ne prend pas l'ampleur des États-Unis par rapport au nombre d'esclaves, par rapport même à la manière dont ces esclaves étaient utilisés. Vous voyez, les esclaves étaient mobilisés vraiment dans les colonies de plantation, dans les champs de plantation. On n'atteint pas ces proportions-là au Canada et au Québec ou en Nouvelle-France, mais d'une manière générale, il y avait cette présence d'esclaves comme domestiques, comme travailleurs. Ça, c'est un phénomène qui, bien évidemment, existait dans les sociétés canadiennes d'une manière générale. Merci beaucoup. Est-ce qu'on avait d'autres questions? J'ai l'impression que vous avez fait un beau tour d'horizon, M. Dramé, donc ça se pourrait que les gens soient satisfaits du contenu que vous nous avez donné. J'attends des questions toujours. Écoutez, ça se peut que... Ah! Est-ce que les livres d'histoire du Canada contiennent maintenant l'histoire de la présence et de la contribution des communautés noires?
Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans les livres d'histoire, là, aussi bien au Québec et au Canada anglais. Il y a encore du travail à faire. Par contre, moi, je suis vraiment ravi de voir que dans les programmes scolaires, le mois de l'histoire des Noirs, on en parle. On en parle de plus en plus au Canada. Bon, dans le Canada anglais, c'est peut-être même plus ancien en tant que. Moi, j'ai des enfants, mes enfants, vous voyez, il y a quelques jours, il y a un frémissement chez mes enfants qui arrivent et qui me disent à la maison, Papa, est-ce que tu sais qu'on va parler de l'histoire de l'Afrique cette semaine prochaine? On voit quand même qu'il y a un Ah, frémissement yes. véritablement au niveau de l'enseignement, donc primaire, secondaire, et même au niveau des cégeps, je pense qu'il y a cette prise de conscience. Mais même si c'est juste ponctuel, en fin de compte, c'est juste au mois de février. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait renforcer. Et puis, faire comprendre aux gens que la présence des Noirs, ce n'est pas juste l'immigration récente, là. Ces personnes-là sont enracinées, là, depuis 400 ans. Ça, je pense qu'il faut mettre l'accent là-dedans. Au niveau universitaire, vous voyez, moi, mon recrutement, ça montre quoi? Ça montre que au Québec, il y a quand même une sensibilité. J'ai été recruté en 2007. Il y a une sensibilité à l'histoire de l'Afrique, et vous me voyez venir, par rapport à l'histoire des Noirs québécois en tant que tel. Et puis, ces 5-10 dernières années, les universités québécoises ont recruté quand même pas loin de 3 professeurs qui enseignent l'histoire des Noirs et l'histoire de l'Afrique à l'UQAM, à l'Université de Montréal. Je reste persuadé que dans les prochaines années, ce phénomène-là va s'accentuer. Il y a quand même une reconnaissance là qui se fait, mais au niveau des livres d'histoire, c'est peut-être là où il y a encore le travail reste à être fait, surtout au niveau universitaire, il me semble. Voilà. Super. Ben, écoutez, on va finir là-dessus. Un grand merci, M. Dramé, de vous être joint à nous. Ça met bien la table pour la deuxième présentation. Puis, Merci. au plaisir de vous recevoir dans le cadre d'un autre événement. Au plaisir. Merci à tous. Merci. Donc, Myriam, je vais te laisser la parole justement pour la deuxième partie du webinaire. Oui, en effet. Donc, merci beaucoup, Monsieur Dramé. Moi aussi, je tenais à vous remercier. En fait, j'ai retenu une phrase qui m'a quand même bouleversée à titre personnel, le fait que la civilisation commence à partir de la colonisation, comme si personne n'existait auparavant. Donc, ça, c'est vraiment une invisibilité flagrante, en fait. Donc, merci de partager cette partie de l'histoire québécoise qui est souvent méconnue ou moins connue par la population en général. Donc, je fais le pont entre M. Dramé qui nous parle de l'histoire, en fait, et Mme Morayon qui va être vraiment axée sur les enjeux actuels des communautés noires au Québec et apporter aussi des pistes de solutions, des pistes de réflexion pour tous, au niveau individuel, mais aussi collectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour favoriser ce mieux vivre ensemble dont Patrick Dramé nous parlait. Donc, pour introduire, présenter Céline Morayon, je vais dire que elle est une CRHA qui a pour mission de vie d'être une leader féminine inspirante qui, lorsqu'elle ne peut pas contribuer au bien commun, pose des actions pour ne pas lui nuire. Donc, c'est toute une mission de vie. Comment est-ce que le matérialise? Elle le fait à titre de PDG, de leader de valeur de groupe conseil, qui, en plus d'offrir son expertise aux équipes de professionnels RH qui souhaitent catalyser leur impact, elle met en relation durable les entreprises et les experts indépendants sur la base de leurs valeurs et de leur personnalité. De plus, elle est diplômée, Céline, en gestion de ressources humaines de l'ESG, UQAM. Elle est certifiée TRIMA et Agile People. Donc, depuis plus de 20 ans, elle accompagne différentes organisations du secteur privé et public dans leur transformation, donc que ce soit la Ville de Montréal, la Société du Parc Jean-Drapeau, le Mouvement des Jardins. Et si ce n'est pas assez, elle porte encore beaucoup plus de chapeaux. Donc, elle est très impliquée dans différents milieux au sein de plusieurs conseils d'administration. Et quand je dis plusieurs, ça en fait beaucoup. Donc, Céline, pour vrai, en lisant la description, ça fait waouh.
Donc, vous êtes impliqué au Forum économique international des Noirs, à l'OBNL Le Temps d'une pause, le CHU de Sainte-Justine, CRH de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, et en plus comme secrétaire chez Concertation Montréal. Moi, je lève mon chapeau. Je me dis, je ne sais pas comment est-ce qu'on trouve le temps pour être engagé autant. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous avoir parmi nous. Et puis, je vous laisse la parole pour... on a bien hâte de vous écouter sur l'actualité des communautés noires. Merci. Merci infiniment, Myriam. Quelle intro. Je veux aussi remercier Patrick Dramé pour son intervention. C'est une histoire que je connais et pourtant j'ai appris énormément de choses aujourd'hui. Donc, sincèrement, merci pour ça. Et oui, j'étais même épuisée à t'écouter parler de mon parcours, Myriam, parce que ma mission de vie est assez large, certes, mais pourtant elle est très, très, très précise. C'est celle de contribuer au bien commun. Puis celle de contribuer au bien commun en n'oubliant jamais d'où je viens, qui je suis, pourquoi je suis là et avec qui je le fais. Et ce qui explique aussi pourquoi je suis avec vous aujourd'hui. L'histoire est importante. Le d'où on vient est important. Le pourquoi on est ici aujourd'hui à parler du patrimoine des Noirs au Canada et au Québec revêt toute son importance parce qu'on se rend compte du poids de la responsabilité que l'on a pour le futur. Par contre, aujourd'hui, on a un rôle à jouer en tant que personne présente, vivante, en possibilité et en capacité d'agir pour le bien commun. On a une responsabilité, puis la responsabilité, c'est de prendre le poids de ce qui nous a précédés, puis de le projeter vers le futur, puis de faire les choses différemment. Pour pouvoir faire les choses différemment, il faut être conscient de ce qu'on a entre les mains. Je ne serais pas capable, moi, à l'intérieur de 15 minutes, de vous démontrer la complexité du fait noir et tous les enjeux sous-jacents ou surbrillants des populations noires et des communautés noires du Canada et du Québec. Mais il y a certains éléments, je pense, qui sont nécessaires de comprendre et de maîtriser pour pouvoir avancer. Je vous avais préparé une belle présentation, là, mais je trouvais que Patrick a été tellement éloquent dans sa façon de faire en mode conversation que moi, je vous dirais, je préfère ça. Donc, ça va être mon support. Si vous me voyez regarder à côté, c'est parce que je me réfère à quelques chiffres, parce que j'ai quelques statistiques à vous partager. Mais j'aimerais vraiment avoir une conversation avec vous parce qu'il n'y a que dans la conversation que l'on peut changer le futur. OK? Donc, première chose à savoir, au Québec, nous avons la deuxième population noire la plus importante du Canada. OK? Donc, il faut prendre le poids de ça et la responsabilité de ce que ça représente. C'est un petit peu plus de 26% de la population noire qui se retrouve au Québec actuellement. La grande majorité des communautés noires qui se trouvent au Québec actuellement proviennent de première, de deuxième, de troisième, de quatrième, ou même on parle de huitième génération en provenance d'Haïti. Mais sinon, vous avez des communautés qui sont assez hétéroclites en termes d'origine. Patrick excusez, je l'ai appelé par son prénom directement, Monsieur Dramé, nous en a donné un beau portrait tout à l'heure, mais provenance d'Afrique noire, évidemment, provenance des Antilles, on parle de Sainte-Lucie, on parle de la Martinique, je viens de la Martinique, la Guadeloupe, la Jamaïque, etc., etc., de l'Amérique du Sud. Donc, on a une population noire au Canada et au Québec qui est assez hétérogène. Et qui dit hétérogénéité des peuples noirs dit que les enjeux auxquels ils font face ne peuvent pas répondre à une seule solution, à une seule catégorie de solutions. Donc, il faut d'abord prendre conscience de l'hétérogénéité des communautés noires, malgré le fait qu'elles font face à des enjeux qui sont assez similaires au final. Donc, l'impact et les conséquences négatives sont assez similaires, mais de répondre à ces impacts-là et de les réparer, mais il faut prendre en considération l'hétérogénéité des communautés. Les communautés noires représentent près de 4% de la population totale au Canada. 4%, c'est beaucoup de monde. C'est presque 2 millions de personnes.
Donc, quand on parle de population en millions, on se rend compte du poids de la responsabilité que l'on a dans l'action à poser dans le futur. Mais j'ai d'autres chiffres à vous donner avant de vous parler de quelques pistes de solutions. Je lisais un article cette semaine, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu aussi. Je lisais un article cette semaine qui parlait du pourcentage de personnes noires qui expliquait les microagressions, ou si elles avaient vécu des microagressions dans la dernière année, puis on parle de 2023. Et KPMG a déclaré que c'était 81% des personnes qu'ils avaient interrogées qui parlaient du fait d'avoir vécu des microagressions dans leur lieu de travail. 81%, j'ai eu un petit frisson dans le dos lorsque j'ai vu ce chiffre-là. On parle de phénomènes qui arrivent après George Floyd. On parle de phénomènes qui arrivent après la pandémie. Donc, ça veut dire un fort pourcentage de la population active qui est en télétravail. Okay? Parce qu'on le sait, là, ou peut-être que je vous l'apprends, mais il y a beaucoup de personnes des minorités visibles qui font le choix du télétravail pour se sauver des microagressions. Donc ça, il faut le savoir également. Donc, on est dans une période post-pandémique avec un télétravail qui est diffusé partout. On est dans un monde moderne et pourtant 81% des personnes noires interrogées ont répondu qu'elles vivaient encore des microagressions. Il y a d'autres chiffres avec l'étude de KPMG qui disait que c'était une population qui faisait preuve d'une grande résilience, que plus de la moitié d'entre eux exprimaient le fait que les choses avaient évolué positivement. Mais est-ce que vous voyez un petit peu la dissonance, en tout cas que moi j'ai pu ressentir, un constat par les populations noires que les choses évoluent de façon positive et pourtant 81% d'entre eux avouaient avoir vécu des microagressions sur leur lieu de travail. Ça doit cesser. Non seulement ça doit cesser sur les lieux de travail, mais ça doit cesser dans les milieux sociaux. Et la façon dont on peut contribuer à ce que cela cesse, c'est de le reconnaître. La première étape, c'est de le reconnaître, c'est d'accepter que ça existe encore et qu'on en a pour quelques années, sinon quelques dizaines d'années avant que les choses ne s'améliorent. Donc, individuellement, nous avons une responsabilité de prendre conscience de la situation, mais collectivement, nous avons une responsabilité d'agir également, que ce soit dans nos corporations, nos entreprises, nos milieux de vie, nos clubs de sport ou encore là, on va faire du bénévolat, de porter ce message-là. Évidemment, pas uniquement pour les populations noires, mais on parle d'elles aujourd'hui. Là où je veux faire le lien par rapport à ce que Patrick Dramé nous amenait tout à l'heure, c'est vrai que l'esclavage a existé au Canada. Le premier esclave a été acheté en 1664 à Québec. Okay. Donc, on n'est pas arrivé en fin de course au Canada au niveau de l'esclavage. Ça fait plus de 400 ans qu'il y a des personnes noires au Canada. Ça fait plus de 400 ans qu'il y a des personnes noires au Québec. Donc, les populations noires au Canada et au Québec, ce n'est pas un phénomène nouveau. Et ça ne doit pas être considéré comme un phénomène nouveau ou comme le fait de s'adapter dans un jeune pays, un phénomène. Ça fait longtemps qu'on est là. Donc, ça fait longtemps que les choses auraient dû se faire autrement. Malheureusement, contrairement aux États-Unis, puis je peux même pas croire que j'ai utilisé le terme malheureusement pour vous dire ça, mais aux États-Unis, il y a eu la ségrégation, comme l'a expliqué Patrick Dramé. Mais la ségrégation a eu un effet positif qui a été celui que les populations noires se sont construites entre elles. Donc, il y a eu le nombre, le fait qu'ils étaient des millions, puis le fait qu'en étant séparés des populations blanches, ils se sont unis et se sont construits et se sont créés une identité forte par rapport à ça, ce qui n'a pas été le cas au Canada. Parce que non seulement en termes de nombre, les populations étaient beaucoup moins nombreuses, les populations noires étaient moins nombreuses, donc cette idée de coopération, de coopter les ressources n'était pas forcément là, mais en plus, il y avait cette
cette culture d'assimilation qui n'était pas uniquement pour les populations noires, mais qui était pour toutes les différences. Donc, pour créer un peuple nouveau, pour créer le jeune Canada, il fallait absolument créer un peuple uni, sans race, qui nécessitait forcément une forme d'assimilation. La problématique, lorsqu'on fait le lien avec les populations noires, c'est qu'il existe deux grands enjeux pour les populations noires qui se retrouvent au Canada et au Québec aujourd'hui. Il y a celle de l'esclavage, avec toute la portion de déracinement, d'effacement de l'histoire par l'esclavage, puis il y a celle de l'immigration, où lorsqu'on immigre, on arrive avec son bagage provenant de son pays d'origine, mais ces pays-là ont été colonisés. Donc, des pays colonisés où là encore, on se retrouve avec un déracinement, une déformation de l'histoire, une déformation de l'identité. Et on arrive avec des populations comme celle-là qui se rejoignent au Québec, au Canada, qui doivent cohabiter et faire face à une majorité qui ne les comprend pas forcément. Donc, lorsqu'on prend conscience de toute la complexité que ça représente, on se dit, OK, mais on fait quoi avec ça? On fait rien, il n'y a rien à faire, il y a plein de choses à faire. Je vous ai déjà parlé de la reconnaissance, certes. Puis je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes déjà sensibilisé au sujet. Donc, en termes de reconnaissance, je ne pense pas qu'il y a de difficultés. Mais il faut passer le cap suivant. Et le cap suivant, c'est celui de l'humilité. L'humilité face à la profondeur de notre méconnaissance des phénomènes qui mènent au racisme, des phénomènes qui mènent à l'exclusion, des phénomènes qui mènent à la construction des préjugés qui enferment les populations minorisées, particulièrement les populations noires au Canada et au Québec, à l'intérieur d'enjeux sociaux et économiques. Donc, faire preuve d'une grande humilité, puis faire face au fait qu'on ne sait pas, puis se cultiver, puis aller chercher l'information. Juste d'être présent aujourd'hui, là, je vous dis bravo, puis je vous remercie. Une fois qu'on a fait ce mea culpa-là, c'est de prendre conscience de ses privilèges. Je suis quelqu'un de privilégié. J'ouvre mon robinet tous les jours, j'ai de l'eau propre. J'habite dans une maison qui m'appartient. Je roule dans une voiture qui m'appartient. Je suis éduquée. Je parle français. Je me sens en sécurité. Je me sens aimée. J'ai 2 enfants en santé. Et malgré le fait que notre système de santé ne soit pas le meilleur au monde, j'ai quand même accès à un médecin gratuitement si je tombe gravement malade. Et ça, c'est tout un privilège. Puis vous me direz, ce privilège-là, tout le monde y a accès. Ben non. Donc, c'est de prendre conscience de nos privilèges, de la catégorie de nos privilèges et de se poser la question en quoi le privilège que je détiens aujourd'hui peut contribuer au bien commun, peut contribuer au fait de considérer les populations minorisées, les populations noires comme mon égal dans le privilège que je partage aujourd'hui. Parce que le but puis là, je vais insister là-dessus, malgré le fait que ce n'était pas prévu, mais c'est à cause de Patrick Dramé. Je n'ai pas ma présentation qui fait que je vais dans tous les sens. Le but, c'est de comprendre que l'inclusion, son opposé, c'est l'exclusion. Là où on se trompe actuellement, à mon avis, au Canada et au Québec, c'est de croire que l'intégration est le synonyme de l'inclusion. Ce n'est pas vrai. L'intégration et l'assimilation pourraient partager la même définition et personne ne s'en rendrait compte. Et pourtant, quand je parle d'assimilation, tout le monde comprend qu'il n'y a rien de positif là-dedans. OK? Donc, l'intégration, c'est de forcer à l'intérieur d'un ensemble un élément qu'on considère lui être exclu. Forcer à l'intérieur d'un ensemble un élément qu'on considère lui être exclu. Donc, lorsqu'on fait de l'intégration, qu'on intègre les populations noires à l'intérieur de nos cercles sociaux, que l'on intègre nos populations noires à l'intérieur de nos cercles économiques, on ne fait qu'un bout du chemin, un seul bout. Il manque le pas vers l'inclusion. Et le pas vers l'inclusion, c'est de trouver les moyens que les populations et les communautés réunies ensemble se traitent
et soit traité autant par le système que par les personnes sur un plan d'égalité. Et ça demande énormément de courage. De courage, pourquoi? Parce que, là, je vais vous parler des enjeux qui font que ça n'a pas été simple, puis que ça fait 400 ans, puis que ce n'est pas réglé encore. Ça demande énormément de courage. Pourquoi? Premièrement, à cause de l'inconfort que nécessite le fait de passer par-dessus juste le phénomène d'intégration ou de marcher vers l'inclusion. L'inconfort parce que comme on manque de connaissances, comme quelquefois on ne se sent pas toujours compétent dans sa relation à autrui, au niveau des systèmes, les compétences ne sont pas là non plus de manière à permettre des processus qui seraient à traitement égal pour chacun. Mais là, on se réfugie vers le fait de ne rien faire. On se réfugie vers le fait d'attendre. OK, on va construire la solution. OK, on va prendre le temps d'y réfléchir. OK, on va voir plus tard. Et en remettant à plus tard, qu'est-ce qui se passe? C'est l'immobilisme. Et dans l'immobilisme, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui souffrent et il n'y a rien qui se passe. Donc, faire face à son inconfort et accepter avec courage que ça fait partie du process, qu'on peut se tromper, mais s'il vous plaît, tentez des choses. N'importe quoi, trompez-vous, mais tentez de quoi. La deuxième chose, c'est la fatigue. Et là, vous l'avez certainement entendu, vous aussi, particulièrement dans la dernière année, des grands mouvements contre le DI ou à considérer le DI comme étant une idéologie. Même si c'était vrai, même si les processus d'équité, diversité et d'inclusion devaient être considérés comme une idéologie demain matin, ça ne changerait absolument rien au fond. Le fond qui est que nous avons des communautés qui cohabitent aujourd'hui et qui ne se sentent pas égales à la majorité. Donc, appelez-le comme vous voulez, faites-les comme vous voulez. Le fait que des êtres humains soient réunis ensemble et ne se sentent pas égales est un problème de société et doit donc être traité comme un problème de société. Ce n'est pas un problème d'organisation, ce n'est pas un problème d'individu, c'est un problème de société et on doit faire face à ça ensemble comme une communauté globale. Et j'en ai pour preuve le fait que quand il y a eu l'abolition de l'esclavage a été remplacée immédiatement par les catégories raciales. C'était pas là avant parce que les Noirs n'étaient pas considérés comme des personnes, donc on n'avait pas besoin de les nommer. Quand on parlait des gens et quand on parlait des citoyens, on n'incluait pas les personnes noires là, aux États-Unis et au Canada. Donc, à la fin de l'esclavage, c'est là qu'on est venu intégrer la notion de noir. Il existait dans des textes de loi, dans des discours de personnes du gouvernement, les couleurs noir, blanc, jaune, rouge. Des personnes étaient appelées et nommées comme ça. Donc, le construit social qu'est la race est venu remplacer la notion d'esclavage parce que l'exclusion n'étant plus institutionnalisée, il a fallu la transférer par un nouveau vecteur qui est celui de nous différencier par la couleur de notre peau, alors que ça n'a rien à voir avec le fait de notre humanité. Nous sommes tous des êtres humains. Donc, quand on se rend compte que ce n'est qu'un construit social, on se rend compte également que c'est de notre responsabilité de ramener le fait humain dans nos relations de personne à personne, sans dénier nos provenances, sans dénier notre histoire, mais d'effacer ce besoin de venir catégoriser les gens, si ce n'est que pour travailler à une égalité commune pour tout le monde. Puis là, je vais accélérer. Je vais vous parler de responsabilisation. Responsabilisation, pourquoi? Parce que j'entends beaucoup parler du fait que la responsabilisation devrait être individuelle. Je suis d'accord. Nous avons une responsabilité de devenir des alliés et d'avoir des comportements qui nous permettent de vivre et de mieux vivre ensemble. Mais la responsabilisation, elle est d'abord collective. C'est en modifiant nos processus d'intervention et en allant à la racine des difficultés. Un exemple, ce n'est pas le fait d'être noir qui fait qu'on est pauvre, mais le fait d'être noir contribue à tomber dans la pauvreté et contribue à nous y maintenir,
Pourquoi? Parce que les systèmes pour sortir de la pauvreté ne sont pas adaptés à la complexité dont je vous parlais au tout début de mon intervention. Donc, si on s'attaque à la pauvreté et on s'attaque au fait de diminuer la pauvreté dans notre société, on travaille pour toute la société au complet. Il y a des études qui démontrent que la pollution et que les effets négatifs du climat sont corrélés aux minorités visibles. Donc, l'impact est plus important sur les minorités visibles qu'elles ne le sont sur la majorité. Donc, si nous travaillons sur la pollution et que nous travaillons sur le fait de vivre dans un monde plus sain, on travaille pour toutes les communautés en même temps et on s'attaque à la racine des problématiques. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas une responsabilité collective d'agir spécifiquement pour chacune des communautés en fonction de leurs besoins, mais d'abord, il faut penser aux faits humains et faire les deux en parallèle. Et enfin, l'invisibilité du manque de données. Si on ne comprend pas et qu'on ne voit pas l'ampleur de ce qui se passe et l'ampleur des impacts négatifs qui entourent les minorités, c'est parce que les données ne sont pas agrégées de façon à nous donner un clair portrait de la situation. Donc, nous devons réclamer individuellement et collectivement le fait d'avoir des données et des statistiques qui nous permettent de voir clairement ce qui se passe pour mieux agir, parce que ce qu'on ne mesure pas ne change pas. Ça n'a pas été facile pour moi de vous trouver des données sur le chômage. Je les ai trouvées, là, je pourrais vous les donner, mais des données sur le chômage qui seraient par catégorie, qui seraient circonscrites en fonction des communautés ou de façon très précise. J'ai un pourcentage, 8,5 %, c'est le taux de chômage chez les Canadiens noirs âgés de 25 à 54 ans. 8,5 %, alors que pour la population en général, on parle de 4,8 %. J'en ai un pourcentage, et tout le monde est dedans. Et je suis incapable de savoir à qui je dois m'adresser de façon prioritaire, où je dois commencer pour être sûr de rétablir cet équilibre au niveau du taux de chômage, je ne le sais pas. Donc, plus nous aurons des données sur ce qui se passe, mieux nous serons en mesure de faire les choses différemment. Puis concrètement, si on sait que le cycle vers l'exclusion débute par les individus et les organisations, glisse vers les stéréotypes, ensuite glisse vers les préjugés. Les préjugés, c'est quand on porte un jugement sur quelqu'un, que ces préjugés se transforment en discrimination et que la discrimination nous amène à l'exclusion, qu'elle soit volontaire ou forcée. Où est-ce que nous devons travailler le plus rapidement possible dans ce cycle-là, de l'individu à l'exclusion, sur le passage du préjugé à la discrimination? C'est l'endroit le plus rapide sur lequel vous pouvez intervenir. Nous ne pouvons pas nous battre et effacer immédiatement nos stéréotypes. Ils sont ancrés, ils sont construits et des fois, ils ne sont même pas visibles à notre conscience. Donc, je vous dis, vous ne battez pas contre vos stéréotypes, battez-vous contre les comportements que vos préjugés pourraient porter de façon négative. Et pour ça, il faut regarder en face, c'est quelles sont mes valeurs à moi? Qu'est-ce qui me porte, moi, à aider? Pourquoi je voudrais contribuer? Comment je pourrais le faire? Et regarder où sont nos freins. Puis en faisant une petite liste, vous allez réaliser rapidement que vos freins n'en sont peut-être pas des vrais. Et le seul fait de les voir apparaître, ça va vous permettre tranquillement de modifier vos comportements individuellement, mais d'être aussi les porteurs à ce que les autres autour de vous modifient leur propre comportement vis-à-vis des communautés. Et c'est en donnant chacun l'un à la suite de l'autre qu'au niveau de la société, on va réussir à faire quelque chose de différent. Et mon dernier mot sera face au racisme systémique. Je souhaite, je veux et je milite pour que l'on reconnaisse le racisme systémique au Québec. Pour moi, c'est comme ça
qu'on va commencer la première étape de ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui est de reconnaître que les choses existent. Et à partir du moment où on reconnaît que les choses existent, on peut entamer le passage vers la réparation. Et quand on est dans un processus de réparation, là, on peut glisser vers la conciliation et le fait de grandir ensemble. Mais tant que le racisme systémique ne sera pas accepté comme un fait noir et un fait vécu au Québec, je ne saurais pas comment contribuer autrement que d'être dans des plateformes comme aujourd'hui, puis de venir supplier de faire les choses autrement. Donc, donnez-moi les moyens de porter ma voix encore plus largement, puis de façon plus forte, puis militer pour que l'on puisse accepter que le racisme systémique existe, qui ne font pas des Québécois des racistes. Je suis une Québécoise très fière de l'être, qui ne font pas des Québécois des racistes, mais qui font des Québécois qui acceptent que le système que l'on a construit ensemble n'a pas été construit pour tous. C'est tout. Fait que merci infiniment de m'avoir écouté aujourd'hui. Je ne voulais pas dépasser mon temps, Myriam. Non, on est bien dans le temps. C'est un wow, quoi dire, Céline, pour vrai. Je crois qu'on mérite d'avoir plus d'espace pour avoir des conversations difficiles, des conversations taboues, donc qui ne sont pas tellement agréables à porter. Donc, être capable de se remettre en question, de voir les privilèges qu'on porte, de voir d'où on vient. Donc, il y a un héritage. Donc, je retiens tellement de choses. Ça prend beaucoup d'humilité, de sensibilité, d'empathie envers soi, d'empathie envers l'autre. Il y a tellement à voir. Et puis, oui, on peut détourner le regard, mais il y a une responsabilité quand même qui reste présente, une responsabilité collective. Individuellement, moi, je continue à dire que ça commence par soi. Pour bouger les choses, ça commence individuellement, mais c'est vrai que collectivement, ça peut prendre beaucoup plus d'ampleur. Donc, c'est vaste, c'est un sujet qui est très vaste et qui pourrait mériter un bel exposé. Je ne sais pas s'il y aurait des questions, Jessica, dans le chat que tu voudrais aborder ou Merci. Pour l'instant, on n'a pas eu de questions. On a eu beaucoup de commentaires de merci. Merci d'être présent, puis c'était enrichissant et compagnie. Donc, vraiment un beau bravo. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent prendre la parole directement pour des questions pour Mme Céline. C'est le temps de le faire. s'il y a personne, c'est moi qui aimerais quand même lui poser une question. Ah, Lynn. Ouais. Oui, Lynn Laplante. Moi, ça va être plus un commentaire qu'une question, mais je suis wow, j'ai adoré la présentation autant de M. Patrick que de Madame. Et j'ai juste envie de dire, il faut qu'on se reparle pour voir comment, ensemble, nous, les privilégiés blancs, je dirais, dans nos organisations, puis tu sais, là, je vois la CDC qui est là aussi et plusieurs partenaires, comment on peut vous aider à porter cette mission-là. Il faut qu'on s'assoie ensemble et qu'on aille plus loin et qu'on pose vraiment des actions concrètes. Fait que, mais merci de nous éclairer de cette prise de conscience et de faire en sorte qu'on va construire une meilleure société où on va tous devenir partenaires égaux. C'est ce que je nous souhaite. Merci infiniment. D'entendre cette idée de partenariat et d'égalité, moi, ça me porte, ça me nourrit, puis c'est ma paye pour aujourd'hui. Sincèrement, s'il y a peut-être une chose que je voulais absolument déposer aujourd'hui, c'est celle-là. C'est cette idée que nous sommes égaux. Nous devrions donc tous être traités de façon égalitaire. Et ça ne nous empêche pas d'avoir des réussites personnelles, ça ne nous empêche pas d'avoir des succès et des échecs et que notre parcours soit différencié. Mais notre traitement doit être de façon égale. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille collectivement. Merci infiniment.
Donc, est-ce qu'on aurait quelqu'un d'autre pour faire poser une question, un commentaire? En fait, moi, j'avais comme question s'il y a personne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend la parole? Non. Non? OK. Céline, Mhm. tu es une maman de 2 enfants. Donc, si on parle des prochaines générations, comment est-ce que les prochaines générations peuvent se projeter dans cette inclusion de société? Ah, OK, on va peut-être muter. Donc, Euh, ça serait ma question. Comment aider les nouvelles générations à être plus dans l'ouverture à l'autre? on vit un gros enjeu en ce moment parce que, puis là, je ne veux pas repartir sur un gros débat, mais euh, la mutation au niveau de la technologie qui a amené nos façons d'être en communication font qu'on ne peut pas vraiment prédire ce qui va se passer avec les futures générations. Dans les 2 siècles derniers, chaque génération qui est arrivée était plus ouverte que la précédente. Euh, et on voit malheureusement dans les études qui sortent dans la dernière année que c'est peut-être pas ça qu'on va avoir pour la dernière génération ou pour les tout jeunes en termes d'ouverture. Euh, il y a une grande fatigue de l'accélération de l'ouverture qui se sent et j'ai peur du ressac. Donc, je le dépose là, mais en dehors de ça, il faut prendre en considération le phénomène de première, de deuxième puis de troisième génération, particulièrement pour les populations noires, parce que pendant que les communautés entre elles essayent de se reconstruire et de se réapproprier l'histoire du fait noir, euh, pour avoir une identité forte, qui est mon parcours à moi, donc de savoir, moi je suis une arrière-petite-fille d'esclave, donc d'où il venait, pourquoi, comment ça s'est passé, puis c'est quelque chose que j'essaie de construire et que je pourrais transmettre oralement à mes enfants, euh, de manière à ce qu'ils sachent le petit fil rouge qui les amène jusqu'à aujourd'hui, puis qu'ils continuent à porter cette responsabilité de faire partie d'une communauté, mais d'un tout global. Donc, je souhaite sincèrement que mes enfants n'auront pas à vivre ce que j'ai vécu, moi, en tant qu'adulte. Euh, je sais que ça ne sera pas terminé. Je sais qu'ils auront leur propre combat en termes d'intégration et en termes d'inclusion. Mais ce qui est nécessaire, c'est de conserver cette idée de solidarité sur le plan humain. Ça devrait être enseigné à l'école. Ça devrait être enseigné que d'être solidaire, ça fait partie du fait humain. Puis ça ne veut pas dire d'aller sauver les autres, hein. Ça ne veut pas dire de faire les choses à leur place. Ça ne veut pas dire de prendre sa cape de héros. Puis je n'ai pas besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'alliance. J'ai besoin de complicité. J'ai besoin d'être accompagné. J'ai besoin qu'on comprenne que le chemin sur lequel je suis, le chemin sur lequel mes enfants seront, c'est un chemin qui est parsemé d'embûches. Donc, j'ai besoin d'alliés. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui devrait être enseigné, que les inégalités sont réelles et que les inégalités peuvent être réparées si notre posture d'allié est en place. Et je me dis, si on apprend ça à nos générations montantes, on ne devrait plus avoir ce genre de conversation-là dans une 50aine d'années, puis vous n'aurez plus besoin de Céline Morellon qui va se présenter à des conférences comme ça. Je croise les doigts. Mais ça serait le fun. Ça serait vraiment le fun. Merci, Je Céline. me, Vraiment. je me permets peut-être de prendre le mot de la fin. Madame Morellon, merci infiniment. Il y a tellement eu d'écho. Merci pour votre flexibilité aussi au niveau du contenu pour pouvoir faire du pouce sur les propos de M. Dramé. Vos dernières phrases, moi, c'est ce que je retiens de vos 2 présentations. Donc, le mois de l'histoire des Noirs, on s'entend que c'est une occasion pour les communautés noires qui sont extrêmement hétérogènes, qui viennent avec leurs parcours qui sont tellement différenciés. Ça émane d'un besoin de se comprendre. Et comme le disait M. Dramé, c'est se comprendre pour pouvoir ensuite mieux avancer. Je pense que c'est encore très d'actualité, cette question-là. Et nous, c'est moi, je parle en mon nom, faisant partie du groupe majoritaire, de la responsabilité de comprendre, de s'informer, de mettre en valeur, de contribuer au vivre ensemble. Elle est extrêmement importante et
c'est une responsabilité partagée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'était l'occasion de faire ça. Donc, c'est un petit pas de plus, une petite action, une petite brique pour atteindre le vivre ensemble. Donc, moi, je finirai là-dessus. Je sais que Jessica avait un concours pour l'événement à Saint-Jean qui va se tenir ce mois-ci. Donc, ceux qui sont intéressés, je vous invite à rester. Sinon, à tout le monde, je vous souhaite un superbe après-midi et merci énormément pour votre temps et pour votre participation, votre écoute attentive. Merci, Céline. Merci, Céline.